D'abord, bonsoir à tous et à toutes. Merci de prendre un petit peu de votre temps. Ça fait du bien de revoir un peu beaucoup d'OTM. Je vois, suivant les noms, qu'on a à peu près de tous les niveaux ce soir, puisqu'il y en a qui viennent pour se renseigner sur la fonction d'OTM. Il y en a d'autres qui sont plus ou moins confirmés. Il y en a qui sont très, très confirmés. Donc, moi, je m'appelle Stéphane Héron. Je suis OTM au niveau. Et je suis sur Auray et j'officie pour le club de Lorient. Donc Jonathan et la Ligue de Bretagne m'ont sollicité pour que ce soir on fasse un petit piqûre de rappel un petit peu sur la fonction d'OTM. Et puis que ce soit l'occasion, si vous avez des questions, qu'on puisse voir comment on peut y répondre. Pour la présentation, il y aura plusieurs temps. Dans un premier temps, on n'a pas officié. Stéphane, Christian, si tu peux couper ta caméra et ton micro, s'il te plaît. Des questions. Ouais. Tu nous entends, Christian? Ah, je suis pas sûr qu'ils nous entendent. Donc voilà, juste pour moi, je vais continuer. Juste pour dire, cette saison, c'est une saison vraiment particulière puisqu'il y a eu quasiment aucun match et puis qu'il n'y aura pas de match. Donc pour officier, pour nous OTM, ceux qui ont de la chance de faire du haut niveau, ils ont quelques rencontres et pour les autres, c'est une année blanche. Donc je me fais pas de soucis sur le règlement de jeu. Tout le monde est à peu près capable de réviser tout seul. Là où ça va être difficile, et c'est un peu le thème de ce soir, ça va être en termes de communication. C'est-à-dire que nous, aux tables de marque, ce qui est le plus important pour qu'une table fonctionne bien, c'est la communication. Et puis, quand on perd l'habitude de faire des tables en début de saison, c'est ça qui va être difficile. Donc, la plupart des remarques que je ferai ce soir par rapport au document, ce sera quelle implication ça induit et comment notre communication, plus elle sera pointue et plus elle sera pertinente, mieux on servira le jeu. Donc, j'attends de voir si tout le monde est bien arrivé. Donc, pour commencer, je vais vous présenter les différents sites qui peuvent servir à tout le monde pour pouvoir justement avoir accès aux informations. Donc, je les ai regroupés sur une page ici. Donc, sur Internet, on va pouvoir avoir accès à différentes plateformes qui peuvent nous donner des informations qui concernent directement les OTM. Donc, celle qui va servir le plus souvent, c'est celle de la fédération, sur le site FFBD. On ira tout à l'heure dessus. On va voir que suivant les rubriques, on peut trouver tout ce qu'il faut pour pouvoir réviser, pour pouvoir répondre à des questions. Et c'est vraiment un site qu'il faut aller visiter régulièrement. Donc, on fera une petite démonstration tout à l'heure. La Ligue de Bretagne, merci d'ailleurs à Caroline Pihu pour ça, organise tous les mois un petit test de 5 questions pour qu'on continue de travailler un petit peu sur notre code de jeu. Donc, c'est pas obligatoire, mais c'est bien de pouvoir le faire, d'y répondre, et puis voilà, ça permet de réfléchir un petit peu. La Fédé a aussi créé ce qu'on appelle les rendez-vous du vendredi. Donc, les rendez-vous du vendredi, c'est Carole Delaunay, qui est la responsable de la fédération, qui gère ça. Et voilà, par exemple, celui qui vient d'arriver pour aujourd'hui. Donc, les rendez-vous du vendredi, ça se présente ainsi. On a un lien, et quand on clique sur le lien, on arrive directement sur la page. Et c'est une page qui s'adresse à la fois aux arbitres et aux OTM. Donc, sur cette page, vous allez avoir une partie formation et à la fin, un petit quiz pour vous entraîner. Ça avait été mis en place régulièrement en début de saison et puis, faute de beaucoup de participants, ça avait été mis un petit peu en veille. Et là, ils relancent cette activité en espérant qu'on aura pas mal de monde à pouvoir la faire. Alors, on est conscient que quand on n'est pas de désignation, que quand on n'officie pas, on prend les choses d'un petit peu plus loin et puis on s'investit un petit peu moins dans la fonction d'OTM, ce qui est tout à fait normal. Donc, pour avoir une bonne reprise au mois de septembre, il faut vraiment ne pas complètement décrocher et puis se tenir au moins au courant de ce qui se passe.
Alors cette année, en plus, c'est une année un peu exceptionnelle puisqu'il y a eu un nouveau règlement. Et donc, il y a vraiment un site sur lequel je vous incite à aller. Le site FFBD. Donc, je pense que tout le monde le connaît. Sur ce site, donc la rubrique ffbb.com. Alors, je dis bien le site, hein, pas l'application. Souvent, il y en a qui ont du mal. Et ici, sur l'onglet FFBD, Juste, il y a la fin. Oui. Ouais, Christian, est-ce que tu nous entends? Je suis pas sûr que Christian nous entende, vu comment. Ouais, mais le problème, c'est que nous, oui. Bon, vas-y, on va essayer de. Alors, sur cet onglet, ce qui nous intéresse, c'est dans la partie FFBB officielle. Et là, il y a deux rubriques, arbitre et OTM. Souvent, les OTM, on a tendance à aller sur celui OTM, celui d'arbitre. C'est toi, Christian? Pour celui des arbitres, ben, l'avant-dernier est très important puisque c'est règlement. Et donc là, ben, c'est vraiment indispensable d'aller régulièrement, puisque vous allez vous rendre compte, pour ceux qui ne vont pas souvent, qu'on va trouver notre règlement avec une mise à jour très récente, 11 mars, des interprétations qui a été mise à jour aussi le 17 mars de cette année, avec un manuel FIBA qui sert aussi pour les OTM, ici. Donc il y a plein de documents, il ne faut pas hésiter. C'est assez indigeste si on y va juste au dernier moment, juste avant un stage, juste avant un QCM, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Par contre, si on y va régulièrement, c'est vraiment quelque chose de très utile. Donc ça, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est vraiment une page. Les interprétations officielles des règles, ça doit être la base de notre travail. Donc quand on veut évoluer en tant qu'OTM, il faut à tout prix étudier, lire régulièrement, parce que ce sont des cas concrets qu'on va retrouver sur les terrains. Donc pour les ET, ça va pour tous les niveaux. Mais quand on débute, la plupart des cas sont évoqués dedans. Si on connaît un petit peu, bon, on gagne du temps, on va uniquement sur les nouvelles règles. Donc il y a des règles qui nous concernent un petit peu, il y a des règles qui ne nous concernent pas, mais après il faut faire le tri. Par exemple, ce qu'on a le droit de porter ou de ne pas porter, nous en tant qu'ETM, ça nous intéresse que moyennement, mais on ne peut pas être un bon ETM si on ne connaît pas les règles. Ça, c'est pas possible. Donc en allant régulièrement sur les interprétations, on sera au courant des nouvelles règles et des différents cas qui peuvent avoir lieu. S'il y a des interprétations qui prêtent à confusion, n'hésitez pas à contacter la Ligue, à contacter un des HN que vous connaissez. On essaiera d'y répondre, sachant que des fois, on va trouver des contradictions entre ce qui est mis sur certains diaporamas, ce qui est mis dans les interprétations. Donc le but, c'est qu'on a à peu près tous le même discours. Donc ça, c'est sur ce site FFBB. Ce qui est très important pour nous OTM, ça ici. Alors, le rôle des OTM pour nous, c'est servir le jeu. Il faut vraiment qu'on retienne ça quand on fait une table de marque. On n'est pas là pour se faire remarquer, on n'est pas là pour faire les shérifs. On est là pour servir le jeu. À partir du moment où un OTM se met à une table de marque en disant « je vais essayer de servir le mieux possible le jeu », bah, la table devrait bien fonctionner. Et pour ça, il faut se rappeler qu'on est au service des équipes, et ça, c'est dans le respect des règles. Donc, service des équipes, c'est les services des équipes visiteurs, les équipes qui reçoivent, et aussi les équipes officielles. Le rôle des OTM. Avant match, c'est enregistrer les équipes, c'est bien précisé dans le code de jeu, enregistrer les officiels, gérer le temps, vérifier le matériel, ça c'est ce qu'on fait avant le match. On va voir après comment en détail ce que ça implique en termes de communication. Pendant la rencontre,
arrive. Voilà. Pendant la rencontre, enregistrer les points, les fautes. On verra que ce n'est pas toujours les mêmes personnes qui font ça. Gérer les remplacements et temps morts, là il y a eu du changement. Gérer le temps, gérer l'alternance. Ça, c'est bien ce qui est précisé dans le code de jeu. Maintenant, on a IMARC, et on verra qu'avec IMARC, ça nous donne d'autres possibilités, d'autres fonctions possibles qui sont un peu plus statistiques. Ça n'est pas dans nos impératifs. En termes de priorité, un coach qui vient avec ses joueurs, lui, ce qu'il veut, c'est que les remplacements et les temps morts soient pris en temps et en heure. Ça, c'est notre boulot numéro 1. Et ensuite, que la table, la feuille de marque ou la feuille IMARC soit bonne au niveau des points et des fautes. Que le temps était bien géré, qu'on ne lui ait pas enlevé du temps, qu'on n'en ait pas trop mis, et que la règle de la flèche de l'alternance était appliquée. Savoir quel joueur a joué combien de temps, ce n'est pas une obligation. Donc, quand on fait du IMARC, la priorité, ça n'est pas gérer le 5 qui est sur le terrain et gérer le temps de jeu du 5. Ça, c'est une option qui vient après quand on est à l'aise. La première priorité, et je tiens vraiment à faire le forcing là-dessus, c'est enregistrer les points et les fautes et gérer les remplacements et les temps morts. C'est vraiment ça la fonction numéro 1. Gérer le temps, ça c'est le rôle du chronométreur, et gérer l'alternance, c'est aussi le rôle de la table de marque. Mais en termes de priorisation, il faut vraiment que ce soit ça qui rentre en premier. Et puis enfin, à la fin de la rencontre, on est là pour entériner les résultats, clôturer comme il faut une feuille, qu'elle soit électronique ou qu'elle soit sur papier, et après distribuer. Après la rencontre et uniquement après, il est très important de débriefer entre officiels pour pouvoir repartir sans avoir de doute. On va voir en cas d'erreur ce qu'on peut faire. On peut se tromper. Le but, c'est de pouvoir discuter entre nous et de dire, ben voilà, si là je me suis trompé, c'est pas grave. C'est pas de remettre en cause son erreur, c'est qu'est-ce que je peux faire pour que la prochaine fois ça n'arrive pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la prochaine fois ça n'arrive pas. Donc ce petit diaporama là, c'est juste pour expliquer ce qui est vraiment essentiel quand on est OTM. C'est vraiment, et ça nécessite une très bonne communication. C'est donc si je reviens avec tous les écrans, excusez-moi, c'est pas toujours. Donc si je reviens sur mon site FFBB, au niveau OTM, cette année, il y a eu un nouvel onglet qui est arrivé, qui est le guide de l'OTM. Et je vais partir de ce guide. Donc il est là, le guide de l'OTM. Il a été mis en ligne au mois de janvier. Il a été fait par des OTM HN. Il est bien fait, mais il a un inconvénient. Il n'est pas basé sur IMARC, il est basé sur une feuille papier. Donc l'étape suivante qui est prévue, c'est de transformer c'est d'ajouter la partie IMARC au guide officiel. Par contre, il a l'avantage de très bien décomposer tout ce qu'il faut faire pour une table de marque. Donc on va le prendre tranquillement. Et puis on va regarder ce qui nous concerne et ce que ça implique en termes de communication. On a le rôle du marqueur. L'aide marqueur, on verra qu'à notre niveau, il n'y en a pas souvent. Hein. Le chronométreur, qui a de plus en plus de responsabilités. Et à partir d'un certain niveau, le chronométreur des tirs qui gère les 24 secondes. Alors, difficulté du basket, et c'est que suivant les niveaux, on n'a pas les mêmes règles. Suivant les niveaux, on n'a pas le même nombre d'officiels à une table de marque, et encore moins le nombre d'officiels désignés ou compétents. C'est-à-dire que quand on est en département, qu'on fait des équipes jeunes, il n'y a pas de désignation, donc souvent c'est des gens du club, de bonne foi, mais qui n'ont pas forcément toutes les informations. Et ensuite, quand on monte dans les niveaux, on va d'abord avoir un OTM de désigné, et puis 2. Et après, il faut atteindre les championnats de France pour pouvoir se retrouver à 3 OTM. Donc forcément, la communication ne va pas être la même et le rôle de chacun ne va pas être le même suivant le niveau où on évolue. Après,
la règle reste toujours la même, servir les équipes et faire qu'on applique le règlement. Donc, quand j'arrive en termes de communication, quand j'arrive dans une salle, ben, la première chose que je vais faire, je vais me présenter en tant qu'OTM. J'arrive pas, donc je vais arriver avec un certain temps d'avance pour pouvoir me préparer. Je vais dire bonjour aux dirigeants du club qui m'accueillent généralement. Je vais aussi saluer les arbitres qui généralement sont arrivés à l'avance. Et s'il y a d'autres OTM avec moi, je vais les saluer. Ça paraît tout bête, mais il y a certains OTM qui arrivent au dernier moment, qui disent pas bonjour. Et déjà, en termes de communication, si jamais il y a un souci un peu plus tard, ça va compliquer les relations. Le fait de dire bonjour gentiment, de montrer qu'on vient avec plaisir, bah déjà, c'est une bonne entrée en matière pour pouvoir éviter les problèmes ou avoir un regard plus bienveillant si jamais on a une erreur. De la même manière qu'on va dans une salle, on connaît généralement mieux une équipe que l'autre. La même chose. En termes de communication, où je dis bonjour à tout le monde, ou je dis bonjour à personne. Comme ça ne se fait pas dire bonjour à personne, ben même si je connais moins l'autre coach, ça m'empêche d'aller me présenter, dire bonjour, table de marque. Voilà. Alors cette année, il y a une complication en plus, c'est les gestes barrières, ce qui fait que c'est vraiment très très compliqué en termes de communication et qu'à la limite, c'est bien qu'il n'y ait pas eu trop de matchs à faire parce que c'est le port du masque et les distances et les règles sont très compliqués à appliquer avec la Covid et toutes les règles qui en découlent. Donc là, on va parler aujourd'hui comme s'il n'y avait pas la Covid, c'est-à-dire ce que l'on doit faire en espérant que la rentrée prochaine, il y a moins de gestes barrières possibles et qu'on puisse fonctionner le plus normalement possible. Si on nous réimpose le masque, si on nous réimpose, on verra que ça a des conséquences. Puisqu'avec un masque, la première des conséquences, c'est je ne peux pas mettre de sifflet à la bouche. Donc forcément, ça a une grosse incidence pour nous à la table de marque. On peut parler, mais on peut pas, on n'a pas de signal sonore à la bouche. Donc ça va nous changer pas mal de choses. Une table de marque, il faut au moins être deux. Un marqueur, un chronométreur, c'est la base. C'est-à-dire en département ou chez une équipe jeune, il n'est pas obligé d'être 3 ou 4, il faut au moins être deux, le marqueur et le chronométreur. Donc le marqueur, feuille papier chez certains jeunes, maintenant on est passé à la feuille électronique pratiquement pour toutes les catégories. Que ce soit la V1 ou que ce soit la V2, je ne vais pas vous faire une présentation de ça, on verra qu'il y a un site qui est très bien fait, qui permet de se former sur la V1 et sur la V2. On parlera après des formations. Ouais, juste, Stéphane, juste 2 secondes, j'en Ouais. profite pour vous rappeler que vous pouvez poser vos questions sur le chat hein, quand vous en avez. Je vois que vous êtes Ouais, très n'hésitez calme pas. pour l'instant. Voilà. Jonathan après lui écrira les questions et puis on essaiera d'y répondre. Donc juste, il y a des petites piqûres de rappel comme ça par rapport à la communication et vu que vous avez pour beaucoup pas officié depuis un petit moment, il y a eu des nouveautés et il y a eu des adaptations. Donc depuis ces dernières années, il n'y a plus de licences cartonnées comme il y avait avant. Donc maintenant les licences on les a sur Internet, elles sont dématérialisées et du coup la solution qui a été faite, c'est que au début de la rencontre, chaque équipe doit vous fournir la liste des joueurs et les licences qui auront été imprimées sur une feuille, toutes rassemblées sur la même. Alors certains ne l'ont pas forcément sur une feuille, mais l'ont sur une application Internet ou sur leur téléphone. Mais dans tous les cas, il nous faut une liste écrite des joueurs. Et cette liste, on va la garder pendant le match. C'est notre seule garantie que s'il y a une erreur de numéro ou un joueur qui est absent, ou c'est pas la table de marque qui s'est trompée, c'est la liste qui n'était pas valide. Donc ça, c'est très important d'avoir la liste des joueurs et les licences qui sont données au marqueur. Ensuite, avec cette liste, forcément, il faut les numéros, le nom du capitaine, le nom de l'entraîneur. Alors là, pareil, je vais vous demander d'être vigilant parce qu'on a eu plusieurs cas cette année. Le nom du capitaine, c'est pas très grave. Le nom de l'entraîneur ou l'entraîneur adjoint, suivant le niveau où vous évoluez, soyez sûr qu'il ait le bon type de licence. Dans plusieurs clubs, on a mis un entraîneur adjoint, il était sur la liste, sauf qu'il n'avait pas une licence qui permettait de faire ça. Et on n'a pas cette information-là, nous, à la table de marque. Donc, de bonne foi, on l'a mis. Et puis, quand c'est remonté, ces matchs-là ont été perdus sur tapis vert, puisque la personne qui était sur le banc
n'avait pas la licence qu'il fallait pour pouvoir être entraîneur adjoint. Ou c'était qu'une licence dirigeant, ou c'était une licence, mais c'était pas celle qu'il fallait. Donc soyez bien vigilants sur la liste, hein. Surtout en début de saison, demandez bien à l'entraîneur si c'est bien, si c'est pas l'adjoint habituel, si il est bien habilité à être sur la feuille de marque. Donc nous, on ne contrôle pas les cartes d'entraîneur, hein. On demande juste, en cas de nouvel entraîneur ou de nouvel assistant, si c'est la bonne personne. Pareil, ça se fait à seul ou à deux. Moi, j'ai pas de préférence en termes pour remplir. Si vous êtes plus à l'aise pour remplir tout seul, sans avoir l'aide du chronométreur qui va avoir le rôle d'aide marqueur pour vous donner les noms et les numéros, ben faites-le tout seul. Il n'y a pas de, c'est pas écrit dans le règlement qu'il faut que ce soit l'autre personne qui vous aide à remplir. J'accélère un petit peu là-dessus parce que ça, c'est, comme je vous l'avais dit, c'est sur les feuilles de marque, sachant que c'est le même système. Par contre, là, important, les officiels. Donc, dans tous les cas, que ce soit une feuille de marque écrite ou une feuille de marque électronique, on demande de rentrer des officiels. Les arbitres. Donc, les arbitres de la rencontre, on ne peut pas jouer s'il n'y en a pas. Ils sont généralement, si vous êtes désigné, c'est qu'ils sont désignés. Donc, on n'a plus besoin de rentrer les adresses. On marque le nom de l'arbitre, son prénom. Un arbitre peut être mineur, c'est pas un problème, mais il faut qu'il soit licencié. Il ne peut pas arbitrer s'il n'est pas licencié. Les OTM, vous avez au minimum un marqueur et un chronométreur. On ne peut pas faire de match si on n'a pas un marqueur et un chronométreur. Même chose, ils peuvent être mineurs. Dans tous les cas, il faut qu'ils soient licenciés. Ensuite, le commissaire, vous en aurez rarement. Le délégué de club. Donc, le délégué de club, alors là, c'est souvent ce qui est le plus difficile à trouver, c'est l'ancien responsable de salle. Donc, le délégué de club, il doit être majeur et licencié. Donc, dans beaucoup de clubs où il y a des matchs dimanche matin, où il y avait des matchs à 8h45 ou des matchs à 10h30, pas toujours facile de trouver un adulte licencié qui accepte ce rôle. Tant qu'on ne l'a pas, on ne peut pas démarrer. Et un enfant, un mineur, ne peut pas assurer cette fonction. Dans l'absolu, on essaye de ne pas mettre le président du club sur cette fonction, puisque s'il y a des incidents à faire et des comptes rendus à faire, il devra le faire aussi. Donc, il y aurait double étiquette. S'il n'y a personne d'autre, on met le président. On ne peut pas démarrer si on n'a pas de responsable d'organisation. Les autres, ça dépend du niveau d'évolution. On n'a pas toujours un délégué officiel et pas toujours un médecin. Ce qui n'a pas changé 10 minutes avant le début de la rencontre, on fait toujours... Alors, pour indiquer les 5 entrants, là, pareil, avec le protocole Covid, ben ça a changé, puisqu'on est sur une feuille électronique où on donne la souris, et c'était pas facile. Donc maintenant, c'est l'entraîneur qui va vous donner son 5, et c'est vous qui allez cocher le 5. Ensuite, c'est lui, il va signer. Alors, deux façons pour signer. Ou il connaît son numéro, il signe avec le numéro, ou alors on fait un gris-gris. 9 fois sur 10, vous allez voir, c'est vous qui gardez la souris, qui faites le gris. À partir du moment où il a signé, c'est qu'il a validé son équipe en termes de communication. Donc ensuite, si lui, il a signé, c'est qu'il est d'accord pour tous les joueurs qu'il a mis, y compris ses adjoints. J'avance sur le, si on découvre que c'est pas les bons, si on n'est pas là pour faire du code de jeu ce soir, mais juste en termes de communication. La progression du score, ça ne change pas. Quelques points spécifiques quand même qu'il faut connaître. Parce que nous, c'est nous la table de marque qui allons le gérer. Alors juste Stéphane, oui. Il y a une question par rapport au délégué de club. On te demande s'il est obligatoire sur tous les niveaux et sur toutes les catégories. Oui, oui, oui. Il est obligatoire sur tous les niveaux et toutes les catégories. Pour une raison simple, c'est que s'il y a un joueur qui fait un malaise ou qui fait une très grosse blessure, on peut avoir des arbitres qui sont mineurs. On peut avoir des tables de marque qui sont mineures. La seule personne qu'on a obligatoirement majeure, ça va être cette personne-là. Donc oui, il en faut un à chaque rencontre. Super, je pense que tu as répondu. Merci. Donc Marité, oui, en U11 aussi, Marité. Tous les niveaux. Ouais, à tous les niveaux, ne serait-ce à cause d'un accident possible, tout simplement.
pour qu'il y ait au moins un adulte référencé dans la salle. Puisque tous les autres postes peuvent être assurés par des mineurs. Les coachs peuvent être mineurs. Donc, on a vraiment besoin de cet adulte et c'est son rôle. Alors, pour le score, je rappelle juste quelques petites règles qui n'arrivent pas souvent. Quelqu'un qui marque dans son propre panier, on a dit, hein, un panier involontaire, c'est le capitaine en jeu. De la même manière, si on attaque le mauvais panier, capitaine en jeu. Là, je reviens sur le responsable de salle. Non, c'est un par rencontre. On ne peut pas être responsable de salle sur 2 rencontres en même temps. Pour la même raison, s'il y a un problème dans une salle et qu'on est occupé et que pendant ce temps-là, il y a un autre problème dans l'autre salle, on ne pourra pas dire ce qui s'y est passé. Donc la règle, c'est un responsable de salle, un responsable de terrain. Il y en a un par feuille de marque, en fait. Voilà, si je peux répondre à l'autre question sur la notion de responsable. Ensuite, si on marque délibérément dans son propre panier, aucun point sera accordé, mais ça, c'est pas un souci, c'est l'arbitre qui va nous le dire. Par contre, le coup du capitaine en jeu, ça, c'est une règle qu'il faut connaître, je parle surtout pour ceux qui débutent, puisque c'est nous qui le faisons de notre propre chef sur notre feuille, qu'elle soit électronique ou qu'elle soit papier. D'où la nécessité de connaître le capitaine en jeu. Ensuite, alors, très important, s'il y a un désaccord entre la feuille de marque et le tableau d'affichage, ce qui peut arriver. Alors là, on va rentrer dans ce qu'on appelle un petit peu la gestion de l'erreur. Si c'est une erreur comme ça, le but, c'est toujours servir les équipes. On n'oublie pas cette phrase-là, servir les équipes. Les équipes ne voient pas notre feuille de marque. Les équipes, ce qu'elles voient, c'est le tableau d'affichage. Donc, il faut à tout prix que le tableau d'affichage soit bon le plus rapidement possible. Donc, on doit rectifier. Alors, si on se rend compte tout de suite. Oui. Il y a quelqu'un qui a dû mettre son micro là. C'est pas très grave. Donc, s'il y a un désaccord entre les deux, il y a 2 solutions. Ou l'erreur est tout de suite visible. Et dans ces cas-là, on la rectifie tout seul. Et au premier ballon mort qui suit, on en parle aux arbitres. Ou alors, l'affichage a été erroné pendant une période assez longue. Et du coup, on va attendre le premier ballon mort qui suit pour corriger proprement devant les arbitres et devant les coachs, afin qu'ils aient la bonne information. Mais dans tous les cas, quand on fait une correction, on en parle aux arbitres. On ne garde pas pour soi et on en parle à son collègue. Si on n'arrive pas à départager, hein, je rappelle que c'est la feuille de marque qui fait foi en cas de désaccord. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Pour éviter ça, on verra qu'il y a une communication qui est mise en place entre le marqueur et le chronométreur. Hein. Mais il peut arriver, malheureusement, qu'on se trompe, tout simplement. Et dans ces cas-là, c'est pas grave, ne pas paniquer et surtout rectifier comme il faut. Donc je redis, si on s'en aperçoit très vite, on rectifie rapidement. Si l'erreur a été assez longue, on attend le premier ballon mort qui suit pour corriger et en informer les arbitres. On peut corriger. Alors, hein. Oui. Juste, on va enlever le doute à Claire. Capitaine en jeu, Claire, c'est celui qui est sur le terrain. Celui qui est sur la feuille de match, c'est le capitaine en titre. Voilà, tout à fait. Donc le capitaine en titre, nous on l'a parce que sur la feuille de marque, sur l'e-marque, on sait qu'il y a un petit C à côté, on l'a coché. Le capitaine en jeu, on l'a pas forcément. Donc quand un capitaine en titre sort, c'est pas à nous de demander, c'est au coach de dire maintenant le capitaine c'est lui. Voilà. Après c'est pas très très grave, c'est pas ce qu'il y a de plus important à suivre, mais bon, faut connaître la règle. Donc après il nous explique dans le guide, c'est pour ça que le guide il va pas nous servir des tonnes puisque c'est pour une feuille de marque. Comment on corrige donc très important. Alors, il y a plein de documents, on va pouvoir trouver les fautes individuelles. Indispensable de connaître ça par cœur quand on débute. Et puis après, de toute façon, ça reste dans... Ça n'a pas changé. Donc, connaître la gestuelle qui correspond à une faute simple, qui peut être mise qu'à un joueur, à une faute technique, qui peut être mise à un joueur, à un entraîneur, au banc, avec 3 lettres différentes, la faute disqualifiante, avec ce que ça implique, la faute antisportive,
Et puis les fautes fighting, les fautes pour bagarre. Et donc voilà, ça c'est le B à bas. Si vous ne maîtrisez pas les fautes individuelles, vous ne pourrez pas officier. Puisque c'est lourd de conséquences pour des joueurs si jamais vous ne mettez pas les bonnes fautes. Pareil pour les entraîneurs. Donc je ne vais pas expliquer la règle, je ne suis pas là pour ça. Mais quand un arbitre siffle une faute, si c'est une faute simple, c'est facile à annoncer. Mais dès que c'est une faute qui rentre dans une catégorie technique disqualifiante ou antisportive, dans votre communication, insistez bien sur le type de faute. Si c'est une faute technique, la difficulté, c'est pas la faute technique joueur. Généralement, on l'identifie très bien. La difficulté, c'est la faute technique entraîneur. Est-ce qu'elle est mise à l'entraîneur pour ce qu'il a fait lui, votre coach? C. Est-ce qu'elle est mise au banc? Faute B. Si on a le doute, la consigne est simple, appeler l'arbitre et lui dire tu la mets à qui la faute? Est-ce qu'on la met au coach ou est-ce qu'on la met au banc, puisque ça ne sera pas les mêmes conséquences? Donc ça, j'insiste, parce qu'à tous les niveaux, on se fait avoir, où on pense qu'il l'a mise au coach, et en fait, bah non, c'était quelqu'un du banc qui l'avait pris. Ça peut arriver. Donc pour éviter ça, quand c'est une faute technique mise à l'entraîneur, bien identifier si c'est à l'entraîneur qu'on la met ou si c'est au banc. Autre consigne en termes de communication, puisque ça a de lourdes conséquences, à partir du moment où il y a une faute technique qui est mise à un joueur, la consigne qui est demandée ou au marqueur ou au chronométreur, ça vous arrangez, c'est d'écrire sur un papier le numéro du joueur, A7 par exemple, et ce qu'il a comme faute, pour être sûr que si une deuxième arrive, on n'arrête pas l'information. Donc ça, c'est très important. Il y a une faute, il n'y en aura pas beaucoup, des fautes techniques, des fautes disqualifiantes, des fautes antisportives. Et quand elles sont faites, je les marque sur une petite feuille que je garde à côté de moi. Comme ça, si on a une note de sifflet, le premier réflexe, c'est coup d'œil sur la feuille. Il l'avait déjà ou il ne l'avait pas, lui? Et à partir de là, on va être beaucoup plus rapide pour donner les bonnes informations. Une faute qui est un joueur qui a été disqualifié, je rappelle, même s'il est très gentil, même s'il s'excuse, mais il quitte l'aire de jeu. Ou il va dans le vestiaire, ou il quitte le bâtiment, mais il quitte l'aire de jeu. Ça, ça fait partie des impératifs. Généralement, c'est les arbitres qui gèrent ça, mais si vous voyez qu'il ne part pas, vous, en tant qu'OTM et en tant qu'officiel, vous appelez l'arbitre en disant « tel joueur était disqualifié, il est revenu ». Donc ensuite, on nous explique des précisions sur les fautes, comment on les inscrit. Alors pareil, sur Remark, c'est assez facile. On nous réexplique ce qui va se passer. Et vous avez des exemples qui sont toujours utiles, surtout avant de préparer des tests, parce que malheureusement ou heureusement, on passe des tests régulièrement. Les différents types de fautes. Faute pour bagarre, faute... Donc là, il faut prendre son temps, bien les lire et bien les apprendre, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc là, le manuel explique très bien les différents types de fautes qu'on peut avoir. Ils expliquent si elles comptent ou ne comptent pas dans les fautes d'équipe. Donc c'est quelque chose qui est très important. Donc la règle des fautes d'équipe, le fanion. Alors, il y a pas mal de choses en termes de communication importantes sur les fautes. Si un joueur a une troisième faute, si vous êtes basketteur, quand il y a 3 fautes, vous savez que le coach, s'il veut le préserver, va faire un remplacement assez rapidement suite à une troisième faute. Il faut l'anticiper. C'est-à-dire dans votre regard, il a une troisième faute, il faut être vigilant sur le banc du joueur fautif parce qu'il y a une grosse probabilité que l'entraîneur désigne un joueur pour remplacer celui-là. Donc soyez vigilant, ça ne veut pas dire qu'il y aura à chaque fois, mais quand il y a une troisième faute, on est vigilant. Stéphane, je me permets de répondre à Christian qui demande par rapport aux joueurs disqualifiés. Il fait même si l'arbitre veut bien laisser le joueur dans les tribunes, l'arbitre n'a pas à bien vouloir laisser le joueur dans les tribunes. Là-dessus, dans le règlement, c'est très clair. Le joueur qui est disqualifié, il doit être en dehors de l'espace de jeu, donc au vestiaire ou en dehors de la salle. D'accord, très bien. Voilà. Donc, je continue. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, je continue sur ma communication sur anticiper.
Donc, je redis, 3 fautes, 9 chances sur 10 qu'il y a un remplacement très rapide qui se dessine derrière. 4e faute, encore plus. 4e faute, l'autre réflexe. Alors, ça dépend des gens. Il y en a qui ont des mémoires en écrivant, d'autres qui ont de la mémoire visuelle. J'essaie de garder dans ma tête ceux qui ont 4 fautes pour pouvoir anticiper la 5e très vite. Sachant qu'une gestion de 5e faute, dès qu'il y a la faute, on siffle et on lève la plaquette 5, on verra qui est-ce qui fait ça, pour effectuer le changement avant même de noter quoi que ce soit. Parce que si je note et je m'aperçois qu'à ce moment-là que c'est la 5, on perd du temps, on perd en efficacité. Donc sur une 5e faute, pour être sûr de ne pas la rater, dès qu'un joueur a 4 fautes, il faut qu'il soit identifié. C'est là où la communication est importante. C'est-à-dire, moi, marqueur, je ne peux pas tout voir, mais mon chronométreur qui est à côté et qui gère un des bancs, par exemple, peut dire attention, le 8 est revenu, il a 4 fautes. Juste ça. Et ça permet comme ça de gagner du temps et surtout de sentir le jeu. Quand on dit qu'on est là pour servir les équipes, c'est ça. Oui, peut-être que le remplacement sera demandé un tout petit peu tardivement suite à une 3e faute. Mais il y a ce qu'on appelle la règle et l'esprit. Et c'est là où on fait la différence entre les OTM qui vont pouvoir évoluer et d'autres qui vont rester à un certain niveau. Si on n'applique que le règlement, on n'est plus dans l'esprit. Oui, on aura bon par rapport au règlement, mais on aura lésé, entre guillemets, le jeu. Là, quelqu'un qui prend le coup de sifflet un tout petit peu en retard parce qu'il y a le remplacement suite à une 3e faute, il est dans l'esprit. Alors après, c'est à lui de juger jusqu'où on peut aller dans la tolérance. Il ne faut pas non plus léser l'équipe adverse. Donc c'est ce dosage-là qui est très important et qui fait que certains peuvent monter et aller jusqu'en HN et d'autres vont dire je comprends pas. Ben oui, mais c'est ça, c'est le sens du jeu. Et c'est là-dessus où quand on n'officie pas depuis longtemps, et c'est ça qui va être difficile, parce qu'après une pause d'1 an, ce réflexe-là, on l'a moins. Nous, on voit bien, même nous qui continuons d'officier, comme on officie un peu moins souvent, ça c'est long à remettre. Des fois, on rate un petit peu le coche, on n'a plus le réflexe. Et c'est ça qui va être dur à reprendre. C'est ces automatismes-là. Ils ne sont pas écrits dans le code de jeu. C'est la pratique qui permet de le faire. Donc, plus vous traînez dans des salles de sport, plus vous faites des matchs, plus cette pratique, elle est simple et elle devient spontanée. Si on ne s'entraîne pas à le faire, au début, on ne le fera pas. Ça ne sera pas inné. Et on va perdre du temps et on perdra forcément un moment une information où on ne pourra pas faire le remplacement alors qu'il aurait pu être faisable. Deuxième chose que nous on gère qui sont très importantes, les temps morts, puisque les temps morts, ce n'est pas les arbitres qui les demandent, c'est bien la table. Pour une fois, c'est nous qui, le coach ou l'assistant, demande le temps mort, et c'est nous qui faisons la demande auprès des arbitres, qui eux vont l'accorder ou ne pas l'accorder. Mais c'est bien la table qui prend l'initiative de siffler pour demander le temps mort. Donc je rappelle, je vais assez vite sur les temps morts parce que c'est 2 temps morts en première mi-temps, 3 temps morts en deuxième mi-temps, et dans les 2 dernières minutes, toujours la même règle, elle n'a pas changé. Si aucun temps mort n'avait été pris, il en perd 1, et il lui reste que 2 temps morts à prendre possible. Pour les prolongations, c'est 1 temps mort par prolongation. On ne tient pas compte de ce qui avait déjà été pris avant. On ne peut pas dire qu'il avait mis des temps morts de côté, ou à l'inverse, c'est 1 temps mort par prolongation. Pareil, sur les temps morts, on verra qu'il y a tout. C'est un moment important pour communiquer. C'est-à-dire pendant un temps mort, ça c'est pas écrit dans le règlement non plus, c'est le moment entre le marqueur et son aide-marqueur ou le chronométreur de vérifier s'ils sont en accord. Est-ce qu'on a bien le même score? Est-ce qu'on a bien les mêmes infos? Est-ce que les équipes ont les bonnes infos? Est-ce que c'est bien le même nombre de temps morts? S'il y a des fautes personnelles qui sont affichées, on check, vite fait. On regarde si c'est bien le bon nombre de fautes. C'est l'occasion vraiment d'être sûr de notre communication que le binôme marqueur et que le binôme fait bien son boulot avec son aide-marqueur. Si c'est fait par le chronométreur, avec le chronométreur, on vérifie au moins le score, le temps et les fautes, le nombre de fautes d'équipe. Après, s'il y a des fautes individuelles, c'est encore mieux, on les check aussi. Mais il faut profiter de ces temps-là pour faire ça. Mais quand je fais ça, j'ai quand même quelqu'un, toujours, un regard sur ce qui se passe sur les bancs.
puisque la priorité, je rappelle, hein, c'est les remplacements et temps morts. Chose pareille, où on se fait souvent avoir à tous les niveaux, puisque c'est les coachs qui ne le maîtrisent pas bien. Pendant un temps mort, l'assistant vous fait signe en remplacement. Mais il est gentil, donc nous, comme on est gentil, on va lui faire signe avec le pouce, ok, et ça ne dit pas qui c'est. Donc quand ils font ça, oui, on fait le signe pour dire on est au courant, on va être vigilant qu'il y a un remplacement, mais le remplacement, il n'est pas encore validé. En termes de statut de joueur, il n'y a pas eu de, on n'a pas pu identifier le joueur qui sortait et le joueur qui rentrait. Donc, le remplacement, on sait qu'il y en a un, mais il n'est pas validé. Par contre, on n'en voit pas promener. J'ai vu ça aussi, le coach qui fait la demande, et la table lui dit ah non, c'est pas à vous, c'est au joueur. Non, l'assistant, il est déjà sympa, il nous fait signe qu'il y a un remplacement. En termes de communication, effectivement, c'est pas la bonne démarche. Effectivement, c'est pas l'information totale dont on a besoin. Mais déjà, il y a une partie d'information. Tout ce qu'on peut faire, c'est à la mi-temps, à la fin de la rencontre, puis dire ben voilà, pour les prochaines rencontres, quand il y a des temps morts comme ça et qu'il y a des remplacements, il faut que ce soit le joueur qui s'identifie auprès de nous pour que le remplacement soit validé. Un remplacement, ça dure bien 1 minute. D'accord? À 50, on sonne, ça doit sonner. On a le droit de prendre 2 temps morts à suivre. Il n'y a pas de souci. Pareil, le temps mort, on est vigilant à chaque reprise de temps mort sur le 5 qui rentre sur le terrain, mais c'est pas souvent, c'est à ce moment-là qu'on perd une table de marque. C'est-à-dire ils sont tellement obnubilés à dire c'est un tel, c'est pas très grave ça. C'est quand on avait la feuille papier, on notait pas à chaque fois le 5 qui était sur le terrain. Ce qui compte, c'est que le jeu puisse reprendre et qu'il y ait bien 5 joueurs sur le terrain. Mais si on n'a pas identifié exactement les 5, mais qui sont 5, on va pas bloquer tout le jeu, parce que moi, sur ma table, j'ai mis un petit peu de temps à cocher ou à décocher. Tant pis, c'est pas grave, si je redémarre avec 6 sur ma feuille, ça va pas me changer grand-chose. J'attendrai un petit peu plus tard dans la rencontre pour remettre les 5. Mon chronométreur me dira, attends, chez les A, attends, je te redonne le 5 qui est là, et toc, 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 et on coche à ce moment-là. Oui, ça sera pas bon pour le temps de jeu du joueur. On s'en fiche. C'est pas ça qu'on nous demande. Donc, ce qu'on veut, c'est servir les équipes. Que le jeu puisse reprendre avec 5 joueurs contre 5 joueurs. S'il y a un remplacement qui n'est pas passé par la table, hein, je vous rappelle, on prévient les arbitres quand on s'en rend compte. En disant, ah, c'est pas le bon joueur qui était là. Et surtout, on donne l'info. Souvent, on donne l'info à 8, il n'est pas passé par la table. Très bien. À 8, il n'est pas passé par la table. Mais qui est-ce qui est sorti? On n'a pas toujours cette info-là. Donc, du coup, si on dit juste à l'arbitre, à 8, elle ne devait pas rentrer et qu'on ne lui dit pas qui est-ce qui était sur le terrain à la place, on perd du temps. Donc, il faut bien identifier. Ça, c'est pareil, ce qu'on fait. Plus on monte dans les niveaux, plus on apprend à faire ça. À identifier celui qui est sorti pour celui qui est rentré, sans notre accord, pour qu'on puisse remettre les bons sur le terrain. Ça, c'est important. Identifier les joueurs, c'est quelque chose qui se fait uniquement avec l'expérience. Plus on fait de matchs, plus on arrive à identifier facilement des joueurs. Il y en a qui sont très physionomistes, qui se rappellent très facilement de ceux qui sont sur un terrain. D'autres se rappellent plus des numéros. Chacun a sa technique. Il y en a, ils regardent la couleur des chaussures. Ah oui, c'est vrai, tel joueur, il a ces chaussures-là. Voilà, il y a des petits signes qui permettent de reconnaître certains joueurs. La taille du joueur. Faut s'en servir pour essayer d'identifier à chaque fois qui était sur le terrain ou qui est sur une action. Donc, les temps morts, donc qu'on indiquera. Les remplacements. Alors, les remplacements, on va voir qu'il y a eu un changement cette saison sur les remplacements. Temps mort et remplacement, je reviendrai après tout à l'heure avec un autre petit diaporama. À la mi-temps, donc la feuille électronique, elle va fermer toute seule. Donc, j'avance assez vite là-dessus. Donc, le guide qui sera fait après, le numéro 2 qui est en cours de préparation, sera avec Imark. Donc, en cas d'égalité, ben, je rappelle, hein, c'est la 4e période qui se poursuit, pour ceux qui débutent. Hein. Donc, ce n'est pas une nouvelle période, on ne change pas de côté, on ne change pas de panneau, on ne vire pas les fanions, on garde tout. C'est la même période qui se prolonge, d'où le mot prolongation. On garde tout pareil.
À la fin de la rencontre, on signe. Toujours 2 possibilités. Si vous connaissez votre code IMARC, vous rentrez votre code IMARC pour signer la feuille. Sinon, vous faites un petit gris-gris sur la feuille. Alors, autre point délicat, les réserves. Alors, pareil, je ne vais pas faire un cours ce soir sur les réserves, sur ce guide, vous avez les différents motifs possibles et à quel moment on peut les faire. Donc, vous prenez votre temps, vous lisez ça tranquillement. Ça donne. Alors, important, les autres devoirs du marqueur, puisque c'est ça qui nous intéresse. On est responsable de notre feuille de marque. C'est-à-dire, si c'est une feuille papier, on est responsable de la feuille de papier. Si c'est l'ordi, je suis responsable de mon ordi. Donc, je pars pas à la mi-temps, fumer ma clope avec mon copain qui faisait la table avec moi, et puis quand je reviens, ah zut, l'ordi a été fermé, ben voilà. Non, je suis responsable de la feuille. Donc, si je dois m'absenter, je dis à quelqu'un d'autre, tiens, tu jettes un petit coup d'œil parce que je vais m'absenter. Mais c'est très important de savoir que c'est votre responsabilité. Après, on nous explique, ne vous inquiétez pas, comment communiquer. La flèche, qu'on appelle la flèche d'alternance. Donc là, pareil, il y a plein de questionnaires sur les flèches d'alternance, quand est-ce qu'on la met, quand est-ce qu'on la met pas. Il y aura peut-être d'autres sessions OTM pour vous expliquer tout ça. La plupart d'entre vous, vous connaissez bien le fonctionnement. Il faut juste être vigilant, parce que quand on ne l'a pas fait depuis longtemps, on s'est tous fait avoir une fois, reprise de mi-temps, on oublie de la tourner. Et c'est là où c'est important de communiquer, c'est-à-dire que quand je tourne la flèche, je le dis, et c'est bien que mon voisin dise « Ok, flèche tournée », répète. Et si je n'ai pas entendu ce message-là, c'est que je ne l'ai peut-être pas fait en fait. Donc le fait de communiquer, c'est très important pour éviter justement toutes ces petites erreurs qu'on pourrait ne pas faire quand on communique bien. Si on parle, il n'y a pas de souci, on y pense. Si on le fait sans rien dire, tant mieux si c'est bien fait, mais si vous oubliez de le faire, vous ne le saurez pas. Les 2 postes, ça c'est la nouveauté. Avant, le poste de marqueur était très important et je pouvais mettre au chrono quelqu'un qui savait juste appuyer un petit peu sur les boutons, mais c'était moi, marqueur, qui gérait à peu près tout sur une rencontre. Ça, c'est fini. Avec le nouveau règlement depuis cette année, le rôle du chronométreur a pris énormément d'importance, encore plus avec le protocole Covid. Et du coup, pour les 2, c'est vraiment ce qu'il y a décrit en gros qui est important, soufflez et prenez votre temps. Il vaut mieux mettre un tout petit peu plus de temps, tout soit bien fait, plutôt que vouloir aller très vite. Et puis du coup, on va se planter et on va perdre beaucoup de temps à vouloir réparer ce qu'on a mal fait. On va générer du stress, on n'aura pas fait un bon match, on ne va pas être satisfait de sa prestation. Alors que si on prend notre temps, voilà, ça va bien se passer, vous savez faire. Généralement, si vous êtes désigné, c'est que vous avez le niveau, vous savez faire. Et souvent, quand on voit ces petites erreurs après, on se dit, ah oui, c'est vrai, c'est bête. Voilà. C'est toujours des petites choses bêtes et qui, souvent, par la communication, peuvent disparaître. Donc, fin de match normal. Alors, si je suis avec IMARC sur la fin de match, je rappelle, si c'est la V1, on enregistre sur une clé et on prend les clés des autres équipes pour pouvoir mettre dessus si jamais ils ont besoin. Si c'est la V2, c'est pas la peine de faire tout ça, ça va directement sur Internet. Donc, l'aide marqueur, très souvent, vous n'en aurez pas. Il faut déjà atteindre un certain niveau pour qu'il y ait la fonction d'aide marqueur. Pareil, la priorité pour l'aide marqueur, c'est de faire des annonces, c'est de noter le score, de noter les fautes d'équipe, les points par joueur. C'est un bonus. Ça n'est pas une obligation. Si vous pouvez le faire, tant mieux. Ça rendra service aux 2 équipes. C'est pas une obligation. Les fautes par joueur, si possible, c'est quand même bien de les mettre. Parce que c'est une sacrée indication pour les 2 équipes. Les points par joueur, ça fait plaisir aux joueurs, mais c'est pas primordial. Par contre, les fautes, donc s'il faut prioriser l'un des 2, si vous ne vous sentez pas de faire les 2 au début, faites d'abord faute par joueur. Ça, c'est vraiment utile. Et après, vous rajouterez points par joueur quand vous vous sentirez à l'aise. Alors, notre deuxième poste important et de plus en plus important, le chronométreur. Alors, toutes les remarques qui descendent de la Fédé en ce moment, la plupart
viennent des problèmes de chronomètre. Deux types de problèmes. Arrêts intempestifs qui ne sont pas toujours liés à la table, ça peut être lié au matériel, ça peut être lié au Wi-Fi, ça peut être. Mais le problème, c'est que la table ne s'en rend pas compte. Donc c'est quand même un problème de table, puisque même si on n'est pas à l'origine de l'erreur, si on n'est pas vigilant et qu'on ne la voit pas rapidement, ben, on lèse les deux équipes. Donc, ou j'oublie de démarrer, ou j'oublie d'arrêter, ou ça s'arrête tout seul. Ça démarre rarement tout seul. Donc, chronométreur, c'est un travail de précision et de concentration. Il faut avoir le réflexe, quand je suis au chrono, je passe plus de temps à la limite à surveiller mon matériel qu'à regarder le terrain. J'ai sans arrêt des coups d'œil sur mon chrono. C'est vraiment le réflexe qu'on doit avoir, c'est à chaque nouvelle action, un petit coup d'œil très très rapide, voir si le chrono il est bien en train de tourner ou s'il est bien arrêté, qu'il doit être arrêté. Voilà. Normalement, sur chaque coup de sifflet, je dois être capable de dire à combien je m'arrête. Généralement, on s'en rappelle pas. Si déjà on l'annonce, ça veut dire qu'on a fait l'effort de regarder et du coup qu'on s'est arrêté. Ça sert juste à ça d'annoncer le chrono à combien on s'est arrêté. On s'en rappelle pas. On a fait des tests, hein, très souvent, on l'avait annoncé, t'avais annoncé, je sais plus combien j'ai annoncé. Par contre, je sais que je l'ai annoncé. Donc, si je l'ai annoncé, c'est que j'avais arrêté. Ça me donne au moins cette sécurité-là. Mais l'idéal, après, c'est de s'en rappeler, évidemment. Mais au début, on n'y arrive pas. On a tellement d'informations à gérer que. Mais prenez ce réflexe-là. Je regarde très régulièrement. Donc, je jette le petit coup d'œil sur mon chrono. Je regarde quand même le terrain, mais petit coup d'œil sur le chrono. Oui, ça va, il tourne. Et quand il y a un coup de sifflet, je regarde à combien je suis. Et je l'annonce quand je peux. Je l'ai au moins dans ma tête. Ça, c'est très important. Donc, je vais mesurer le temps de jeu. Je mesure la pause. Donc, pareil, il y a le règlement qui explique bien quand est-ce qu'on le lance, quand est-ce qu'on le. C'est moi qui vais donner les temps d'avant-match. Je rappelle, hein, les 3 minutes, 1 minute 30, tout ça, c'est moi qui le fais. Et puis, ce qui est nouveau, le numéro 3 ici. Gérer les demandes de temps mort et de remplacement. Ce qui avant était fait par le marqueur, maintenant c'est le chronométreur qui le fait. Ça, c'est une grosse nouveauté de cette année. Donc, gérer. Alors, c'est là où il y a eu une petite évolution. Dans les premiers diaporamas, on a été avec le sifflet. Donc, le marqueur sifflet et le chronométreur, le chronométreur, lui, faisait le geste et c'était le marqueur qui sifflait. Enfin, c'était les deux, c'était pas la même personne qui faisait les deux. On a dit c'est compliqué. La preuve, même moi je m'embrouille encore. Donc là maintenant, ce qui est demandé, c'est que le chronométreur, c'est lui qui fait agir son signal sonore et qui fait la gestuelle de remplacement et qui fait la gestuelle de temps mort. Donc c'est plus le marqueur qui fait ça, c'est le chronométreur. Ce qui veut dire que dans vos salles, quand vous avez des matchs, il faut que votre chronométreur à côté de vous connaisse un peu les règles. Puisque les temps morts qui sont très importants et surtout les remplacements, c'est lui qui va les gérer. Donc après, on sait comment ça se passe. Hein. Si c'est voilà, des gamins, des U11, des U13 et tout, bon, on s'adapte. Hein. Si le chronométreur n'est pas capable de le faire, tant pis, moi, marqueur, je vais le faire, à l'ancienne, entre guillemets. C'est pas le but, ça ne donne pas des bonnes habitudes. Donc c'est vraiment ça la grande nouveauté, c'est que c'est le chronométreur qui gère les demandes de temps mort et de remplacement. Et donc c'est lui qui à la fois actionne son signal sonore et fait la gestion. Ça nécessite une très bonne communication. Parce qu'il faut déjà qu'il soit sûr qu'il reste en mort. Donc il y a le tableau d'affichage qui l'aide, et puis je discute avec mon voisin. Et souvent, le chronométreur a aussi le rôle d'aboyeur et de marqueur. Donc il y a plein de choses à gérer. Il faut qu'il gère le temps, il faut qu'il gère les demandes de temps mort et de remplacement. Ça veut dire qu'il faut qu'il balaye ses bancs à droite, à gauche, et il faut qu'il aide, qu'il annonce tout ce qu'il voit sur le terrain. Ça devient pratiquement la tâche la plus difficile. Et il ne faut pas qu'il oublie dans les 2 dernières minutes d'arrêter son chrono. Donc il peut être à la fois dans une situation de je dois arrêter mon chrono, je dois annoncer le panier et je dois regarder s'il y a un temps mort et je dois regarder s'il y a un remplacement. Tout ça sur la même phase, en quelques secondes. Donc ça devient vraiment un poste pointu, le poste de chronométreur.
Donc c'est bien, parce que le marqueur, du coup, est un peu plus disponible, mais ça devient un poste très, très déterminant. Si vous n'avez pas un bon chronométreur, votre match, il va être une galère. Vous allez avoir sans arrêt à gérer. Ouais, il y avait le remplacement, oui, il y avait... Et ça va être un match compliqué. Donc après, on nous explique, hein, le manuel est assez bien fait pour le reste. Hein, quand est-ce qu'on démarre, quand est-ce qu'on arrête, les temps qui sont gérés par le chronométreur. Et alors, les demandes de remplacement et de temps mort. Sur les remplacements, pareil, c'est écrit nulle part, mais c'est une pratique qui fonctionne bien. Il faut distinguer le coach qui se lève, le joueur qui se lève et qui bouge sur son banc, et le joueur qui est déjà prêt à rentrer. Donc nous, souvent en haut niveau, mais sur beaucoup de tables, on a deux termes différents. C'est-à-dire on voit qu'il y a du mouvement sur le banc. On va dire ça bouge. Le ça bouge, ça veut dire qu'il faut être vigilant. Il va peut-être y avoir un remplacement à venir. C'est ça le ça bouge. C'est juste ça. Par contre, si j'ai bien identifié le joueur, qu'il est pratiquement en tenue et qu'il vient bien sur la chaise de remplacement, là je vais annoncer remplacement. Mais quand j'annonce remplacement, c'est qu'il est sûr et qu'il est prêt. C'est-à-dire que mon chronométreur, dès qu'il y a un ballon mort, il va pouvoir siffler tout de suite, le demander. Si c'est le ça bouge, non. C'est juste je suis vigilant, c'est une information, mais ce n'est pas une annonce de remplacement. Ça, c'est très important. Sur un temps mort, quand un coach, alors il y a des coachs qui sont très bien, qui nous font une belle gestuelle, on a bien le temps mort, on ne va pas le rater. Nous, on lui répond avec le pouce, vous voyez, OK, en disant, voilà, c'est bon, l'information a bien circulé, et moi je l'annonce aux autres de la table de marque, temps mort à demander. Comme ça, tout le monde l'a. C'est important de bien répondre au coach que vous avez bien eu sa demande d'information. Vous avez bien eu sa demande de temps mort. Donc le petit geste du pouce, ou le petit coup de tête, pour bien montrer que oui, j'ai l'information, une demande de temps mort a été faite. De la même manière, quand il va annuler son temps mort, parce qu'il le voulait sur un panier, et puis que l'équipe adverse n'a pas marqué, ça repart et qu'il dit temps mort annulé. Même chose. Communiquer avec le coach est très important, de lui faire signe avec la tête. Oui, et dites assez fort dans ces cas-là votre table annulée. Ça a deux fonctions. Vos copains sont au courant à la table de marque et le coach a entendu que c'était annulé. Donc, il sait que son information est bonne aussi. Donc ça, c'est très important d'être audible, d'où l'inconvénient du masque, puisque autant les coachs n'en ont pas et quand ils discutent avec nous, ça va. Si vous, à la table de marque, vous êtes avec un masque, faut amplifier, faut parler plus fort, et puis n'hésitez pas, les mouvements avec la tête pour dire oui, pour dire non, voilà. Ça, c'est très important. Le fait de cocher ou pas le petit dernier temps mort qui va être supprimé dans les 2 dernières minutes, c'est pas très grave ça. Hein. En termes de priorité, c'est pas ça la priorité. La priorité dans les 2 dernières minutes, c'est vraiment est-ce qu'il y a une demande de temps mort, est-ce qu'il y a une demande de remplacement pour pas les rater sur le panier. C'est le money time, comme on dit. C'est là où il faut être le plus vigilant. Souvent, c'est là où on est le plus fatigué parce que c'est la fin du match. Mais c'est vraiment sur ces moments-là qu'on a le plus d'erreurs. On analyse les erreurs d'étape de marque dans les 2 dernières minutes. Comment j'ai pu ne pas arrêter mon chrono? Non. J'étais tellement omnubilé par regarder le truc que j'ai pu regarder le chrono et c'est parti. Et ensuite, il y a des fiches pour ce qu'ils appellent pour les experts. Je rappelle, hein, le temps mort, ils sont 2 personnes à pouvoir vous le demander, l'entraîneur adjoint. Et puis après, voilà, on nous explique par rapport au statut du ballon, quand est-ce que je peux le demander et quand est-ce que je ne le demande pas. Les plaquettes. Alors les plaquettes, ça pareil, c'est un outil de communication. On voit trop souvent des tables de marque où la plaquette a des cols de 3 cm, puis elle se repose, puis c'est fini. Non, une plaquette, c'est bien expliqué, elle doit être montrée d'abord au banc, ensuite aux joueurs sur le terrain, puis au banc, en termes d'orientation. Et la 5e faute, hein, on la gère, on a déjà vu tout à l'heure, on la gère très rapidement. Sur le 24, ce soir, je ne vais pas beaucoup en parler, puisqu'on ne désigne, c'est un choix qui a été fait, on ne désigne en 24 qu'à partir de la prénat. En prénat, le seul OTM qui est désigné, si on peut, c'est au 24. Pour pouvoir évoluer, hein, je rappelle,
il faut maîtriser ce poste. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont, donc la seule solution, c'est de s'entraîner dans son club, ou dans un club où il y a le 24, sur des équipes jeunes, des équipes région, des équipes, voilà, en disant, ben moi je prends le 24 et puis je m'entraîne là-dessus. Là, c'est pareil, la règle n'est pas très compliquée. Après, c'est juste une histoire de pratique. Plus vous pratiquez, plus ça devient des gestes réflexes. Quand on n'a pas pratiqué pendant un an, les premiers 24, bah ouais, ça va être un petit peu long. Donc, c'est ce qu'on appelle le chronométreur des tirs. Donc, on nous explique quand est-ce qu'on occulte, quand est-ce qu'on met. Voilà. Les annonces. Donc, je rappelle, hein, c'est très important en termes de communication. Le numéro, les points, l'autre qui va répéter. Et puis, voilà, l'information, elle va circuler au moins 2 fois. C'est-à-dire, si c'est une faute, je donne bien le numéro, le type de faute. Je vais dire, moi, 3e faute, 4e faute d'équipe. Et alors, le gros avantage, c'est qu'avec la nouvelle formule où le chronométreur, déjà, on lui avait rajouté un peu de boulot, bon, on lui en a confié un autre, c'est lever les plaquettes. Donc, ce n'est plus le marqueur, mais c'est bien le chronométreur qui lève les plaquettes de faute. Ça a un avantage, c'est que ça oblige à communiquer. Donc, en plus, il a le rôle d'être marqueur, et il va à la fois marquer sur son tableau. Une fois que c'est marqué, il va lever la plaquette qui correspond. Là où ça change en termes de communication, c'est qu'avant, pour les arbitres, quand la plaquette était levée, ça voulait dire que la table était prête. Plus maintenant. Donc c'est bien le pouce. C'est pour ça que c'est important que l'OTM marqueur mette son pouce. C'est le pouce, le signal du pouce qui dit que je suis prêt. C'est plus la plaquette. Donc voilà, ça nous explique bien les différentes façons de demander. Après, c'est sur le chronométreur de tir. Alors, important, le timing des OTM. On n'arrive pas 5 minutes avant un match. Ça ne sert à rien d'arriver non plus, suivant les salles, suivant le niveau, 1h30 avant un match. Généralement, on estime que 45 minutes, c'est suffisant. Effectivement, le marqueur qui est la souris, il a pratiquement tout le temps la souris à la main. C'est vrai. En plus, sa souris, on verra quand il y aura une formation sur IMARC, mais il la promène sans arrêt. Donc, c'est très important qu'il la garde. Et du coup, le fait qu'il n'ait plus les plaquettes à lever, bah, ça lui permet d'avoir toujours cette main disponible pour être sur la souris, pour pouvoir être sur le clavier. Donc, je dois avoir normalement à peu près 40 minutes avant le match les listes comme on a vu tout à l'heure. Je fais mes entrées en jeu au moins 10 minutes avant. Donc 10 minutes avant l'heure du match, eh ben, il faut que mes 2 5 de départ soient validés. Suivant les niveaux, après, il peut y avoir présentation des équipes. Et dans tous les cas, je sonne à 3 minutes. Et puis, je ressonne à 1 minute 30. Ça, c'est... Alors, on a mis en place pour les débutants ce qu'on appelle le regard croisé. Le regard croisé, c'est une façon d'officier qui se fait uniquement si on a au moins 3 OTM. Quand on est 4-2, marqueur et chronométreur, on balaye, on regarde en priorité le banc qui est de son côté. C'est ça la règle. Donc, quand un arbitre fait une gestuelle, on regarde la gestuelle de l'arbitre, et avant de mettre mon pouce pour dire je suis OK, chacun regarde de son côté pour pouvoir repartir en étant sûr qu'il n'y a pas une demande de remplacement, une demande de temps mort. La tenue fait partie de la communication. Quand on a une tenue officielle, ben, tout de suite ça en impose un peu plus que si on n'en a pas. Et puis, si je viens avec un gros survêt débraillé ou si je viens avec une tenue un peu plus stricte, ben, les coachs n'auront pas la même approche de la table. Donc c'est important, la tenue, le look qu'on a, ben, c'est de l'informel, mais ça fait partie de la communication. Donc ça, il ne faut pas négliger. Et après, bon, la boîte à outils, ça c'est, on ne va pas vous demander d'amener du blanco sur les ordi. Et après, on nous demande, voilà, c'est des petits tableaux qui récapitulent quand est-ce qu'on occulte, quand est-ce qu'on n'occulte pas. Dans ce guide, vous allez trouver le rôle du délégué de club.
Et alors ça, c'est à la fois bien et pas bien. C'est la fiche du suivi d'entrée en joueur. Le problème, c'est que ça parasite de trop sur beaucoup de matchs. Sur beaucoup de matchs, on perd du temps uniquement pour faire cette fiche. Et du coup, on n'est plus sur le terrain, on n'a plus sa tête dispo, et on est là en train de se dire, c'est qui les 5 qui sont sur le terrain, c'est pas très grave. Ça ne sert que très très rarement, en cas de bagarre, en cas de... Voilà. Donc, il ne faut pas que ce soit ça qui parasite votre activité. En termes de priorité en tant qu'OTM, ça a été mis en cours de route il y a quelques années. C'est même pas dans les prérogatives FIBA. C'est même pas dans le code de jeu. On doit juste s'assurer qu'il y a bien 5 joueurs sur le terrain et que les remplacements passent par la table de marque. C'est ça qui est précisé. Mais on n'est pas obligé d'avoir... alors, il y en a qui vont prendre cette fiche-là, d'autres qui vont prendre des fiches qui font eux-mêmes. Ça, il n'y a pas de... Et après, vous aurez la gestuelle des arbitres. Alors, je tiens à signaler que la Fédé vient de faire un nouveau fichier avec des arbitres femmes aussi. Parce qu'en fait, ils s'étaient rendu compte que sur tous les dessins, c'était toujours des arbitres masculins et qu'il n'y avait pas de raison. Maintenant, l'arbitrage féminin s'est bien développé et a toute sa place forcément autant que le nôtre, autant que le basket masculin. Donc, dans les manuels, on va retrouver maintenant à la fois hommes et femmes. Donc voilà pour le guide de l'OTM. Je vous demande pas de le lire en entier du premier coup. L'autre avantage, c'est que vous allez trouver à la fin les fiches dont vous avez besoin. Réclamation, incident, faute disqualifiante. Voilà, c'est des exemplaires. Donc ça, c'est pratique. Et ensuite, on a aussi la procédure à 3 du regard croisé, et à 4 si jamais vous êtes à 4. Donc voilà, je voulais vous présenter quand même ce guide parce qu'il il a enfin le mérite d'exister. Il n'est pas encore totalement au point pour les niveaux plus bas puisqu'il est quand même avec une feuille de marque papier. Donc c'est là le petit manque et on est en train de travailler dessus pour que ce soit fait maintenant avec e-mark plutôt qu'avec une feuille papier. Je ne sais pas si tu as des questions avant que je passe au point suivant, Jonathan. Je ne sais pas si j'ai perdu Jonathan ou... Non, depuis Jonathan. Bon. Si, je suis là. Des petits problèmes de connexion. Voilà. Est-ce que tu as des questions Non, il n'y a pas de questions dans le chat. Il n'y a pas de questions dans le chat. D'accord. N'hésitez pas, hein, même si sur des points que Stéphane n'a pas abordés pour l'instant. Bon, faut pas hésiter. Hein. Alors, petit diaporama qui a été fait par la Fédé. C'est des petits rappels, des petits pense-bêtes qu'on pourra mettre sur le site hein, pour que vous puissiez... Alors, celui-là, c'est un des salariés de la fédération qui s'appelle notre arbitre favori ici, qui l'a fait. C'est les consignes relation OTM-arbitre. Ça rentre toujours dans la communication, forcément, on ne peut pas bosser les uns sans les autres. Alors, il leur avait fait un petit préambule en disant, voilà, il va y avoir des changements au sein de la table de marque. Et le briefing a pratiquement disparu, surtout avec le Covid. Mais normalement, un briefing, c'est fait pour, on discute entre nous, tiens, tu es bien au courant des nouvelles règles, on se met d'accord sur les consignes. Est-ce qu'on dit, est-ce que tu veux que je te dise quand ça bouge ou est-ce que tu préfères que je te dise rien et c'est uniquement quand il y a des remplacements? Voilà, c'est des situations où on va discuter sur notre fonctionnement. Est-ce que le fanion, on le garde sur la table? Est-ce qu'on le met tous les deux par terre? On le sort uniquement quand il y a besoin? Des petites choses comme ça. Donc les arbitres, eux, ce qu'ils savaient, c'est qu'avant, celui qui levait la plaquette des fautes, c'était le marqueur. Celui qui gérait le remplacement, c'était le marqueur. Celui qui surveillait les fautes d'équipe et qui levait les fanions, c'était le marqueur. Et celui qui tendait son pouce, c'est le marqueur. Ce qui change. Très important. Donc, les remplacements sont gérés par le chronométreur de jeu. J'insiste, hein, c'est lui qui gère tout dessus. C'est son signal sonore et c'est sa gestuelle. Pour une faute,
la plaquette est levée par le chronométreur de jeu, après affichage au tableau. S'il y a un tableau affiché, j'affiche d'abord. Mon marqueur va me dire c'est la 3e faute. J'affiche 3e faute. Je vais lui annoncer 3e faute de joueur, 2e faute d'équipe, et je lève la plaquette après. Si c'est une 5e faute, le marqueur annonce 5e faute, et puis il s'assure que le chronométreur lève la plaquette avec son signal sonore, parce que siffler c'est pas facile en ce moment, et qui fait la gestuelle de remplacement. Ça se fait immédiatement, avant même d'écrire quoi que ce soit. Je rappelle pour les nouveaux, hein, s'il y a un temps mort qui est demandé sur cette situation-là, j'attends que le remplacement soit fait, c'est-à-dire que j'ai identifié qui va remplacer mon joueur qui a 5 fautes, avant d'annoncer et de lancer le temps mort. Il faut que quand le temps mort démarre, on sache qui seront les 5 joueurs, qui est celui qui a remplacé celui qui a fait la 5e faute. Lors d'une faute, hein, du coup, ce qui change, c'est qu'avant, la plaquette, c'était elle qui donnait le signal. Les arbitres, ils ont eu pour consigne, ça c'est les consignes des arbitres, hein, pour ça que c'est écrit en haut, communication avec les OTM, mais c'est important que nous on le sache. Ils vont nous attendre. Ils vont attendre le pouce. Donc un arbitre, quel que soit le niveau, je mets mon pouce pour lui dire qu'on est prêt. Et quand je mets le pouce, c'est qu'on est prêt. C'est pas pour replonger la tête dans la feuille ou dans son ordi parce que j'ai obligé de cocher ceci ou cela. Ça, c'est s'il y avait des erreurs sur papier, mais c'est pas d'actualité pour nous. Important pour les arbitres. Quand il y a un débriefing, c'est la consigne qu'ils ont. Nous, on ne nous demande pas comment vous avez trouvé l'arbitrage en tout côté M. Heureusement, d'abord, on ne serait pas qualifié pour, et puis, mais eux, ils n'ont pas à nous dire non plus ce qu'ils pensent de notre prestation. Ils ne sont pas là pour le juger. Ça, c'est très important. Le but, je redis, dans le débriefing, c'est d'analyser les erreurs commises pour ne pas les répéter. C'est juste ça. Donc déjà, il faut reconnaître qu'on en fait, parce qu'on en fera tous au moins un moment ou un autre. Et qu'est-ce qu'on aurait pu faire? C'est comme ça qu'on progresse. C'est en cherchant la solution. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter ça? Et je complète, Stéphane, le message, il est également passé aux arbitres. Oui, c'est ça. Le message, il est vraiment passé aux arbitres. Ils n'ont pas à juger vos prestations. On peut revenir sur des situations pour voir pourquoi il y a pu y avoir erreur des deux côtés. Mais en aucun cas, ils doivent juger la qualité d'OTM. Ils sont pas là pour ça, c'est pas leur job. Et donc, à la fin, voilà, c'est qui lève la plaquette des fautes, il faut que ce soit bien clair. C'est le chronométreur. Qui gère les remplacements? Le chronométreur. Qui contrôle la levée des fanions des fautes d'équipe, puisque ça va avec les fautes? Le chronométreur. La seule chose qui reste, qui tend le pouce, c'est le marqueur. Ça, c'est vraiment très important. Donc, ça vous montre au moins ce soir que le chronométreur devient au moins autant important que le marqueur, voire plus. Parce qu'un marqueur qui se trompe, on va corriger sur la feuille, c'est pas grave. On peut même le corriger pendant un temps mort, on peut le corriger pendant. C'est pas très grave. Un chronométreur qui se trompe, ça a tout de suite une incidence sur le jeu. S'il se trompe sur le temps, ça se voit tout de suite. S'il se trompe sur le score qui est affiché, ça se voit tout de suite. S'il oublie de demander un remplacement ou un temps mort, c'est cause de réclamation, qui sera acceptable. Donc voilà, il a un rôle très très important. Et donc nous, en tant que marqueur, si on est le plus... Généralement, c'est le marqueur, on met souvent la personne qui avait le plus d'expérience. Il faut vraiment aider le chronométreur au maximum. Et la seule façon d'aider, c'est de parler, de communiquer. Donc voilà pour ce qui est de la petite présentation là-dessus. Ensuite, je rappelle en début de saison. Et puis après, je vous laisserai un petit peu de temps pour poser des questions parce que très important, toujours les documents à fournir. Donc nous, un joueur peut présenter ou sa pièce d'identité ou une licence. Et si jamais il présente une pièce d'identité, ça s'écrit. On a une petite case à cocher sur une marque.
comme quoi il n'a pas présenté et ses licences non présentées. Mais on peut jouer avec une pièce d'identité. Et puis, si c'est une feuille papier, on a une petite phrase à écrire, mais autrement, et un joueur, un coach peut poser une réserve à n'importe quel moment du match sur la qualification ou non d'un joueur en début de saison. Par contre, quelqu'un qui vient sans licence et sans pièce d'identité, alors c'est pas vous vous allez le signaler aux arbitres, c'est les arbitres qui vont dire, bah non, il peut pas jouer. Mais ça, c'est en début de saison, ça va être, voilà, c'est très important de savoir. Alors, avec l'IMARC, signature, oui, à la fin du, il va y avoir un message qui va apparaître sur IMARC, comme quoi, effectivement, il faut faire signer les capitaines pour dire qu'il y avait des joueurs qui n'avaient pas présenté de licence, les premiers arbitres. Donc, de mémoire là-dessus, voilà. Ça va être, il va y avoir les signatures des arbitres, comme quoi il y a bien des joueurs qui n'avaient pas de licence. Mais ça, on vous le remettra. Alors, dans certains comités, pareil, la licence, comme elle est dématérialisée maintenant, le joueur qui l'a sur son téléphone et qui la présente, ça peut être pris en ligne de compte. Et puis, important à savoir aussi, dans nos clubs, là je parle pour tous les niveaux, ce tableau-là, hein, je vous dis, c'est le rappel qu'on n'a pas les mêmes règles à tous les niveaux. Et nous, à l'OTAP de marque, il faut qu'on soit au courant quand même. Donc, voilà. Ce petit tableau, très important. Est-ce que c'est le premier pointillé qui compte pour les tirs à 3 points? Est-ce que c'est le deuxième pointillé? Souvent, c'est des questions qu'on nous pose. Et puis enfin, la règle du 14 secondes, qui pour le moment, je ne sais pas ce que ça donnera la saison prochaine, mais pour le moment, les rebonds offensifs, hein, c'est qu'à partir du HM. Par contre, 14 secondes en remise avant, ça c'est... Mais si vous n'êtes pas opérateur 24, c'est pas très grave. Cette règle-là va plus concerner les arbitres, puisque c'est eux qui vont les gérer à partir de la prénat. C'est l'OTM. Donc, si vous voulez faire de la prénat, il faut à tout prix que vous maîtrisiez le 24. C'est-à-dire, vous allez faire de la formation e-learning, et puis nous, on viendra vous voir sur un terrain. Il faudra qu'on valide les 3 postes, mais qu'on valide surtout le 24. Alors, est-ce que vous faites... je reverrai. Alors, le dernier petit diaporama que je vous montre, qu'on va réactualiser un tout petit peu. Ce qui est sûr, c'est que à chaque rencontre, il y a des terrains. Je te donne la question, Stéphane, c'est est-ce que vous faites un débrief d'après-match en revisualisant les vidéos? Avez-vous un compte-rendu à faire auprès de la fédération? Je pense que c'est par rapport à l'intervention de Laure hier, qui, au niveau de l'arbitrage, expliquait qu'il y avait ça à faire. Alors, nous, maintenant, c'est en HN et uniquement pour les OTM HN, c'est-à-dire ceux qui sont qui font la NM1 et qui sont sur les listes HN en même temps, c'est-à-dire quelqu'un qui vient faire la NM1 mais qui n'est pas sur la liste HN n'est pas obligé de le faire. On a une obligation par table, pas par OTM, mais par table, de sortir 2 vidéos de chaque match. 2 situations, qui soient ou positives ou négatives, et de les envoyer à Carole Delaunay là-haut. Mais oui. Par contre, on n'a pas d'obligation, comme un arbitre, de se refaire tout le match pour voir ce qui a pu aller ou pas aller. D'autant plus que souvent, on n'a pas beaucoup d'infos pour la table de marque vu la façon dont c'est filmé. Donc, mais on a bien une obligation de rendre des vidéos aussi quand on fait du HN sur chaque rencontre. Voilà, ça répond à la question. Merci. Ouais. Alors, je redis, il y a des erreurs à chaque match. Et du coup, allez voir par curiosité sur le site de la Fédé le manuel OTM de la FIBA. Il est assez bien fait aussi. Et ça répète bien ce qu'on a trouvé dans d'autres manuels et en termes de communication. Donc, pour réduire le risque d'erreur, hein, le principe, c'est annonce, contrôle, confirmation. C'est vraiment ce que j'ai dit, l'information qui doit circuler 2 ou 3 fois. Donc, à chaque fois, hein, il y a une annonce par un OTM, il y a le contrôle visuel et il y a son binôme qui confirme.
Si on fait ça sur chaque action, non, il y a très très peu de chances qu'on se trompe. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'à la fois on se trompe tous les deux sur la même chose avec la personne. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, plus vite on trouve l'erreur, plus vite on la répare, et moins c'est une erreur. Moins elle aura d'incidence. Donc quand il y a une faute, hein, c'est vraiment surtout pour ceux qui débutent. Les anciens, ils le font presque naturellement maintenant. Hein, mais c'est, voilà, on annonce à voix haute tout ce que dit l'arbitre. A2, faute personnelle, 3 lancers francs. Et moi, je vais lui dire, ben voilà, A2, P3, c'est la deuxième faute de joueur, troisième faute d'équipe. Et je répète bien à chaque fois le numéro du joueur. Parce que si je dis deuxième faute de joueur, troisième faute d'équipe, sans dire le numéro, et que je le mets à un autre, mon marqueur va croire que c'est bon. Il faudra attendre la faute suivante pour se dire, ah ben non, j'ai plus le même nombre. Bah oui, je l'avais mis à 1 et pas à 2 et ça correspondait. Donc il faut toujours, surtout les fautes, qu'on ne mette pas le bon panier au bon joueur, pas très très grave. Ça va lui fausser ses stats, mais ça ne va pas fausser le match. C'est la bonne équipe. Une faute, par contre, il faut vraiment bien identifier le joueur. Ça, c'est primordial. Donc sur une faute, on répète toujours le numéro. Sur un joueur, on n'est pas obligé de répéter la troisième fois quand c'est le score. Par exemple, sur panier marqué, voilà, A13, 3 points. Moi, je dis bien A13, 3 points, 54, 56. Je ne vais pas revalider A13. Je vais dire OK pour le score. Donc ça, c'est important, cette communication-là. Parce que c'est grâce à une table qui ne communique pas, tant mieux s'il n'y a pas d'erreur, mais s'il y en a une, ils ne la verront pas. Une table qui communique, il y a très peu de chances qu'il y ait des erreurs. Et souvent, on s'aperçoit au débriefing que s'il y a une erreur, c'est parce qu'on avait mal communiqué. On pensait s'être compris, puis en fait, non. L'information qu'on a donnée n'était pas la bonne. Donc voilà, c'est lors d'une demande de remplacement de temps mort, hein, pareil, on dit bien quelle équipe, et puis on confirme que l'autre doit toujours confirmer qu'il a eu l'information. Très important, hein, les remplacements et les temps morts, c'est vraiment la priorité. Il n'y a rien de plus frustrant pour un coach qu'on lui refuse un temps mort ou un remplacement alors qu'il l'avait. Il n'y a que ça qui est vraiment pénible pour un coach qui dépend que de la table de marque. Pas les arbitres qui gèrent ça, c'est que nous. Une faute, c'est l'arbitre qui la siffle. Une erreur de score, on peut le corriger après. Un temps mort qu'on n'a pas pris, on ne peut pas le corriger après. Un temps mort un remplacement qu'on n'a pas pris, on ne peut pas redonner du temps de jeu à ce joueur-là ou empêcher l'autre qui avait fait la faute, on ne peut pas, c'est trop tard. Donc c'est vraiment les deux choses où il faut être incollable, c'est quand est-ce que je peux faire un remplacement, quand est-ce que je peux prendre un temps mort. Et je dois être vigilant à ça en priorité. Quand il y a des erreurs, je vais terminer avec ça, on accepte, on assume. Toujours facile à dire, ne pas paniquer. Oui, ça dépend des circonstances du match et ça dépend du tempérament de chacun et ça dépend de son expérience. Pour pouvoir se reconcentrer, il faut avoir l'appui de son collègue. Si le collègue fait et vous soutient pas en disant oh là là, le boulet avec qui je tombe aujourd'hui, c'est sûr, vous allez être un boulet. Mais lui, il fera pas son boulot non plus. Donc quand on a un collègue en difficulté, on l'aide. C'est ça être collègue. On l'aide. On ne laisse pas se noyer. Et puis, voilà, il faut agir rapidement et posément. Si on peut corriger l'erreur, on le fait. Comme j'expliquais, il y a les deux façons de le faire. Et dans tous les cas, on avertit les arbitres. Ou on l'a fait tout de suite, mais on avertit quand même l'arbitre qu'on a corrigé. Ou on avertit l'arbitre qu'on a une erreur et qu'on va la corriger en donnant les bonnes infos. Et dans tous les cas, c'est les arbitres qui prennent la décision finale. Ça, c'est très important aussi. C'est eux qui décident. Donc, à chaque fois qu'une erreur est commise, je l'annonce. Je dis à mon collègue, je ne cache pas ça, je ne dis pas, oh, on verra plus tard. Non, j'en parle. Après, c'est pas grave. Si elle est bien corrigée, il n'y a pas de souci. Le chrono, très important. Quand j'arrête mon chrono sans faire exprès, le but d'un chrono, il faut bien garder ça dans sa tête pour ceux qui débutent, mais les autres aussi, c'est un rappel. Un chrono doit tourner. Dans tous les cas, si je m'aperçois qu'il a arrêté alors qu'il devrait tourner, je le redémarre tout de suite. La difficulté, c'est d'estimer combien de temps il a été arrêté. Et c'est là où on se plante. Quand on fait les vidéos, qu'on se rend compte, c'est très très dur, puisque c'est pas nous qui l'avons arrêté, souvent.
de savoir quand est-ce qu'il a été arrêté, si c'est un arrêt intempestif, si c'est... Et on a énormément de mal à estimer le temps qui s'est écoulé. Souvent, on minimise. Wow, il va y avoir 3-4 secondes. On regarde la vidéo. Wow, 20 secondes. Donc ça, c'est la règle. Si c'est un chrono, je le redémarre quand c'est le chrono. Et puis après, je signale et puis on essaie de corriger du mieux qu'on peut. Si un appareil 24, ça peut m'aider à trouver la bonne correction. Mais il n'y a pas toujours. Ça, c'est pour le chrono. Donc un chrono, il doit redémarrer dès que je peux. Donc moi, si je m'en rends compte, je vais dire, mon chrono est arrêté, j'annonce, je redémarre. Le marqueur va dire, OK, tu as redémarré. Et puis on essaye au prochain ballon mort de dire, ben voilà, mon chrono s'est arrêté, qu'est-ce qu'on fait? Donc j'annonce un temps à l'arbitre si je le connais. Puis si je le connais pas, je dis à l'arbitre, je sais pas combien, on essaie d'estimer ensemble. Une erreur de score au tableau. Ben, c'est ça. C'est ce que voient les joueurs, c'est ce que voit le coach, c'est ce que voit le public. Il y a du public. Donc ça, il faut que le tableau soit le plus rapidement possible bon. Donc je le corrige dès que je peux. Et si l'information est restée trop longtemps affichée mauvaise, j'attends le ballon mort pour le corriger en présence de tout le monde. Erreur sur la feuille, on n'en parle pas, puisque c'est électronique, il n'y a plus de souci, on corrige. Et enfin, pour ceux qui ont le 24, hein, je redis, l'erreur à 24, c'est l'inverse. Si mon 24, ça n'a pas été terrible, hop, je reviens là. Si le 24, il y a eu une erreur au 24, j'occulte, pour bien signaler que ça a été occulté. Bon, ça fait, voilà, j'espère que vous n'avez pas trop pris la tête avec ce monologue. C'est juste un petit rappel. On a une chance en Bretagne, c'est qu'on a une équipe HN assez étoffée, avec des gens compétents, et il y en a dans chaque département. N'hésitez pas à nous solliciter, mais aussi bien les uns que les autres. Ça sera avec plaisir qu'on répondra à vos questions. Normalement, il y a eu un questionnaire qui vous a été envoyé pour le stage de début de saison. On vous demandait quel thème serait intéressant pour vous. Ce serait bien que vous y répondiez. Il y a juste une phrase à mettre, hein, quel thème vous souhaiterez. Parce que nous, après, on les récupère, c'est pour préparer les stages nationaux. On ne sait pas encore si ça sera un stage en présentiel ou pas, donc Jonathan nous donnera ces infos-là plus tard. Et pareil pour le questionnaire, je ne peux pas vous dire encore si ça sera un QCM qu'on fera sur place ou si on le fait à l'avance à la maison. Il faut qu'on se mette d'accord. Alors, donc juste là-dessus, donc les stages, on a bon espoir de pouvoir les faire en présentiel, même si actuellement c'est compliqué d'avoir des certitudes. On a des certitudes sur pas grand-chose pour le moment, mais voilà, on a bon espoir de pouvoir refaire comme l'an dernier des stages en présentiel en début de saison. Pour les présentations, Mickaël, donc cette vidéo, donc vous avez vu que l'intervention de Stéphane était filmée, hein, je l'ai dit et je l'ai annoncé au début. Donc l'intervention et puis tout le contenu de l'intervention là seront présents sur le site de l'IRFBB quand il sera en ligne, donc très prochainement. La V2 de l'IMARC, oui, elle est téléchargeable, Jean-Paul, sur le site de la Fédé. Alors pareil, hein, soyez vigilants parce qu'il y a très souvent des mises à jour sur les IMARC. Donc avant une rencontre ou avant chaque début de saison, vérifiez bien que vous avez bien la dernière version. Ouais, il y a 2 ou 3 versions générales par an, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, et en général, ça arrive en fin de semaine. Enfin, dernière chose, parce qu'on a une petite formation là-dessus pour ceux qui sont intéressés pour changer de niveau ou essayer de progresser. Le système actuel fait qu'on n'est pas obligé de passer par département, après région et après. Si vous validez l'e-learning d'un certain niveau, même si vous n'aviez pas validé les niveaux d'avant, on peut attaquer tout de suite en championnat de France si on a les compétences pour. On n'est pas obligé de passer par les étapes avant. C'est bien précisé, c'est vous faites votre e-learning qui correspond au niveau que vous visez, et après, nous, on viendra voir sur le terrain si c'est voilà, si c'est jouable ou pas. Pour compléter, voilà, l'e-learning sur la plateforme sportive dont vous a parlé Stéphane tout à l'heure, il y a l'e-learning OTM régional, l'e-learning OTM fédéral. C'est juste qu'un OTM fédéral est validé sur les 3 postes, un OTM régional est validé en tant que marqueur et chronométreur. Donc à partir du moment où vous voulez être validé sur les 3 postes, même si vous n'avez pas fait l'e-learning régional avant, vous pouvez attaquer directement au fédéral et vouloir être vu sur les 3 postes.
Bon, les 8h30, pour moi, je vous remercie d'abord tous ceux qui sont restés, d'avoir passé une partie de la soirée avec nous. J'espère sincèrement pouvoir vous revoir au bord d'un terrain très rapidement, qu'on va tous pouvoir enfin retrouver notre passion qu'est le basket, avoir du public, parce que même nous qui avons la chance de pouvoir faire quelques matchs, je vous promets que sans public, c'est pas du tout la même ambiance. Pour ceux qui aiment le basket, il y a 2 applications que vous pouvez télécharger qui sont LNB TV qui permet de voir tous les matchs de la chaîne et WeTV pour le côté féminin. Donc c'est 2 applis qui sont gratuites et voilà, la Fédé a fait un effort là-dessus et on peut voir pratiquement tous les matchs. Donc voilà, si vous voulez vous entraîner, regarder des matchs, n'hésitez pas. Alors, il y a une question sur les jeunes qui étaient inscrits en formation OTM cette saison. Est-ce que l'inscription sera portée pour l'année prochaine? Alors, on refera sûrement un appel aux inscriptions pour ceux qui veulent continuer la formation. Mais ceux qui souhaitent, qui font les earnings et qui veulent être validés après en observation, bien sûr qu'ils pourront toujours le faire. On se laisse 2-3 minutes. S'il y a des questions supplémentaires, Stéphane, on va voir si ça arrive. Autrement, non, on va laisser les gens manger avant de regarder le rugby. Exactement. En tout cas, tous ceux qui étaient là, ça prouve qu'ils sont motivés déjà, donc c'est bien. Et puis, je vous souhaite vraiment une bonne fin de saison qui est vraiment tordue cette année. J'espère qu'on n'en aura pas une deuxième comme ça. Et puis, on espère sincèrement refaire un stage en présentiel, ne serait-ce que pour avoir le plaisir de se retrouver tous. Voilà. Et on vous tiendra au courant. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner avec le petit questionnaire que prépare la Ligue tous les mois. Et, merci à Caro pour ça aussi. Et puis, bonne fin de saison à tous si on ne se revoit pas d'ici là.